Bonjour, et ceci est le premier numéro, et peut-être le dernier d'ailleurs, d'une petite série que je voudrais faire, que je voudrais appeler ma petite boutique des horreurs de l'informatique. Parce que en me penchant un peu sur mon grenier, je me suis rendu compte que j'avais énormément de... Enfin énormément. J'avais un certain nombre d'ordinateurs anciens ou d'anciens outils à calculer qui présentent un intérêt, disons, historique, au sens large, sur, sur la micro-informatique depuis les années 80. Et je voudrais donc commencer cette petite série par, à tout seigneur, tout honneur, mon premier véritable ordinateur. Le hasard a mis sur mon chemin cet ordinateur, donc, qui est un ordinateur japonais de la marque Sword et modèle M68. Donc le hasard a mis sur mon chemin cet ordinateur et ça a été mon premier également sauvetage de la poubelle. C'est qui m'a donné l'idée un peu folle, mais qui finalement s'est répétée très régulièrement, que les ordinateurs les plus intéressants n'étaient pas les ordinateurs qu'on achetait, mais les ordinateurs qu'on vous donnait. Donc voilà. Donc 1900, pour fixer les idées, l'année de sortie de cet ordinateur c'est 1984. Moi je l'ai eu peu de temps après, je l'ai eu deux ans après, je crois, en 1986. Il était très loin d'être périmé et en 1984, donc cette machine valait, elle toute seule, hein, juste l'écran, le clavier, la boîte, elle valait 25 000 francs à peu près. Et c'était la configuration de base de la machine. C'est un écran vert, donc pas un écran couleur. Deux lecteurs de disquettes, il y avait un modèle avec un lecteur de disque dur de 10 mégas, mais que j'ai pas eu. 256 kilooctets de mémoire. Alors 256 kilooctets, soyons clairs, à l'époque c'est énorme. À l'époque vous êtes le haut de gamme, c'est le C64 en machine pour particulier. C64, comme son nom l'indique, 64 kilooctets, 256 c'est déjà 4 fois cette quantité-là. Or ça c'est le bas de gamme. Il y a eu une version de cet ordinateur M68 avec en standard 1 méga. Les deux machines, on peut les étendre à 4 mégas. 4 mégas à l'époque, c'est le budget d'un petit pays du tiers-monde, à peu près. Donc une très grosse machine, elle est d'autant plus grosse qu'en réalité, bien que ça ne se voit pas, il y a là-dedans deux ordinateurs. Il y a un ordinateur classique de l'époque, pour CPM, avec un Z80 comme microprocesseur, et qui en général d'ailleurs a été le mode de fonctionnement préféré pour un tas de raisons que j'expliquerai peut-être un peu plus tard. Et pour étendre les capacités, puisque évidemment tout le monde le sait, en 8 bits comme un Z80, on est limité à un adressage direct de 64 kilooctets. Donc pour augmenter les capacités, les ingénieurs de chez Sword ont ajouté alors ils appellent ça un ordinateur bridge, donc ils ont mis un pont vers un autre microprocesseur, 1632 bits cette fois-ci, le 68000, le très fameux 68000 de Motorola qu'on va trouver dans le Macintosh, qu'on va trouver dans le Lisa, qu'on va trouver dans des ordinateurs vraiment très performants de la fin des années 80. Donc un ordinateur très en avance. Conceptuellement, on n'est pas tellement dans la micro, on est déjà plus dans la station de travail à proprement parler. Et donc cet ordinateur servait à faire des tâches comptables avec un logiciel spécifique. On a trouvé Sword dans l'industrie. Moi j'ai souvenir d'avoir travaillé un été en 1990 dans une verrerie en tant que manutentionnaire, donc absolument pas lié aux ordinateurs, mais je venais d'avoir mon bac, et les machines de la verrerie étaient pilotées par des M23, qui sont un modèle un peu inférieur, un peu plus ancien de cette machine, qui servait d'ordinateur industriel, donc de système SCADA. Donc a priori des machines sérieuses, des tarifications professionnelles.
et donc forcément j'ai été d'autant plus attiré par la suite par les machines à forte performance, puisque quand j'ai eu 1 ou 2 ans après mon premier PC XT, je l'ai regardé un peu sous toutes les coutures en me demandant bien ce que j'allais pouvoir faire d'une machine aussi minable. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, l'écran là en mode graphique affiche 640 points par 400. Un PC XT en CGA, ce qui était le standard de l'époque, faisait maximum en 2 couleurs 640 par 200. Enfin bref, donc je vais peut-être faire une petite démonstration logicielle si je peux. Et après on parlera un peu plus business. Voilà, donc le miracle c'est qu'il boot. Je l'ai testé un petit peu avant parce que j'ai pas envie de faire sortir la fumée magique des composants devant la caméra, donc j'ai quand même essayé de voir si ça fonctionnait. Donc la machine n'avait pas été allumée probablement depuis une dizaine d'années, elle a marché sans aucune difficulté. J'ai rebranché également alors le lecteur 8 pouces qui est une autre antiquité en soi. Déjà que je pense que il y a de moins en moins de gens qui ont vu ces disquettes utilisées en vrai, mais celle-là, je suis pas, enfin, vraiment, on doit être une poignée. Donc les deux disquettes, en fait, malgré leur différence de taille, font exactement la même capacité, 1 méga 2, octet bien sûr, donc c'est-à-dire même pas un porte-clés aujourd'hui. Donc on va laisser chauffer un peu. La machine nous dit d'installer un disque système et d'appuyer sur une touche. Pas d'horloge temps réel sauvegardé, obligation d'installer la date. Et évidemment, pas de gestion du bug de l'an 2000. Donc on va lui faire un petit voyage dans le temps. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait l'introduction en ordinateur éteint. Déjà là, vous entendez qu'il est bien refroidi. Mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer maintenant. Voilà. Donc, un système de ligne de commande très primitif, mal fichu et assez incohérent. Comme souvent à l'époque d'ailleurs, mais donc particulièrement archaïque. Néanmoins, ça suffit à obtenir le listage des répertoires et à explorer le contenu des disquettes. Donc, je vais essayer de vous montrer rapidement un programme. Alors, c'était une démo officielle, ça ne correspond pas à quelque chose de réel, c'est pas... mais ça montre les capacités graphiques de la machine et je vais vous expliquer après un peu comment je pense que ça marche, parce que j'ai pas évidemment de documentation technique et c'est juste un peu de la reconstruction. Voilà, donc vous voyez que c'est un ordinateur dont le mode graphique est vectoriel. Il dessine des lignes, il remplit des surfaces. Alors évidemment avec un moniteur vert je pense qu'on perd beaucoup de nuances. Néanmoins, pour fixer quelques idées, le mode graphique fait 640 points dans la largeur, 400 points dans la hauteur, en 16 couleurs par point. A l'époque, le concurrent c'est l'IBM PC en mode CGA. Je ne crois pas que les GA soient sortis ou étaient si répandus que ça à l'époque. Donc en mode CGA, le maximum que vous pouviez faire c'était 640 points dans la largeur, 200 points dans la hauteur et en 2 couleurs. Donc vous voyez tout de suite que on ne boxe pas dans la même cour.
Et là vous avez donc un bel écran phosphore très fin avec une grosse rémanence, donc c'est pas du tout un ordinateur sur lequel on peut jouer, on ne peut pas animer d'image, trop lent, mais en revanche pour faire de la conception, du dessin technique, c'est très efficace. Un peu plus animé. Voilà. Donc on va passer par le basique maintenant. Alors là en revanche jusque là c'était une démo SWORD. Là je vais vous montrer une réalisation personnelle. Bon, rien de transcendant non plus, mais vous allez voir le gros problème de l'animation sur cette machine. Donc c'est la très célèbre fractale en flocon de neige, et vous voyez que dès qu'on rajoute des segments, et ben, la machine rame misérablement. Bon d'accord, c'est pas très optimisé mon programme, mais voilà. Et alors donc on voit ici également que le mode graphique en fait est en overlay sur l'écran en texte, et il reste affiché, y compris après la fin du programme, et il n'est pas affecté par l'effacement de l'écran mode texte. Il faut le réinitialiser spécifiquement au niveau du système. Donc en fait, on peut imaginer qu'il y a une zone en mode texte dans la mémoire vidéo et une zone graphique qui ne se mélange jamais. Voilà. Donc ça c'est ce que SWORD aurait voulu faire, c'est certainement l'aspect le plus génial de la machine, et d'autant plus que le langage graphique était partagé également avec un plotter, donc j'ai évidemment pas. Ce qui est finalement un peu l'idée qu'Apple a repris plus tard en utilisant Quartz, c'est-à-dire en fusionnant la gestion de l'écran avec la gestion de l'imprimé. C'était déjà fait dans le SWORD. En fait, quand on regarde SWORD, il y a énormément de concepts ultérieurs de l'informatique qui ont déjà été mis en œuvre. Mais ils ont été mis en œuvre dans un environnement qui paraît totalement archaïque, c'est juste une apparence. Et en fait, les idées qui étaient suggérées finalement, sans avoir jamais pu être menées à terme à cette époque-là, ont été reprises quand l'informatique a fait assez de progrès pour avoir enfin la puissance de traitement nécessaire à la réalisation des ambitions que SWORD avait à l'époque. Voilà. Bon, je vais éjecter ça parce que ça fait un bruit épouvantable. Je sais pas si ça s'entend trop sur la bande, mais moi je l'entends. Et je vais vous montrer ce pourquoi la machine a été le plus utilisée en définitive, c'est-à-dire un logiciel particulier qui s'appelle PIPS, qui veut dire Pan Information Processing System. Et le PIPS a été un peu le joyau de la couronne SWORD, puisque même Toshiba, qui avait racheté SWORD et qui s'est débarrassé des aspects les plus originaux de l'informatique vue par SWORD, a gardé le PIPS jusqu'en 1900, bien dans les années 2000, et la dernière version de PIPS, PIPS 4JS, tournait sous Windows 95-98. Et même encore aujourd'hui, je suis sûr qu'on trouvera au Japon des gens éplorés pour regretter la disparition de PIPS. Donc PIPS, qu'est-ce que c'est? C'est le premier intégré type Symfony, c'est-à-dire qui réunit à la fois un aspect tableur, un aspect traitement de texte, un aspect macro. PIPS permet une gestion intégrée finalement d'une activité professionnelle. Évidemment c'est primitif, c'est les débuts, mais
je vais vous montrer rapidement l'interface parce que malheureusement, moi je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'était pas vraiment le programme le plus fascinant pour un ado dans les années 80. Mais regardez avec le recul, c'est certainement là encore un des inspirateurs de l'informatique et non pas qui a eu le plus de descendance, au moins dans les gens qui y ont été confrontés. On ne veut pas dire que tout le monde a copié SWORD, ce serait quand même grandement exagéré, mais on se rend compte que SWORD est une machine qui a beaucoup interrogé les gens qui en ont entendu parler, à défaut même de s'être mis devant, parce que les machines étaient rares, donc très peu de gens finalement ont pu s'asseoir devant ces claviers, mais les gens, même rien qu'en lisant les descriptifs dans la presse, ont dû probablement imaginer leur propre solution technologique. Et pour intégrer les fonctionnalités mises en avant, et il est probable que SWORD finalement a des enfants cachés un peu partout. Donc je vais vous montrer ce logiciel. Et hop, c'est... Voilà. Et donc, vous voyez, on est dans un tableau, type tableur, et avec des commandes, après, on va pouvoir faire des calculs, écrire sur les lignes, caler une lettre. Bon, enfin, il y a un manuel assez complet que je peux avoir dans un coin, manuel qui est là, et ce manuel a la particularité d'avoir été à l'époque traduit par l'importateur en français pour vous dire à quel point c'était vraiment le point, enfin, le faiseur de vente de la machine. Donc on pouvait faire des tableaux de chiffres complexes avec des commandes, avec des macros. On pouvait les imprimer, on pouvait faire les courriers pour envoyer les résultats. Enfin, c'était voilà. C'était vraiment le premier intégré de gestion au monde. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autre définition. Donc, je ne vais pas m'amuser à casser un tableau ou un ordinateur pour faire ça. Donc, on va sortir. Ah. Pardon. Commande en majuscule obligatoire. Sur le plan de l'ergonomie, vous voyez que les caps sont repérés. Il y a 7 touches de fonction, ça n'a pas l'air énorme, mais en fait vous avez également 2 touches à côté du reset, S1 et S2, qui sont des clés qui peuvent rester, qui sont des interrupteurs en fait, et qui peuvent être repérés par le programme. Donc en définitive on peut mélanger S1, S2 et les touches de fonction pour obtenir déjà plusieurs rangs en fait en binaire. On a jusqu'à 3 rangées supplémentaires de touches de fonction, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça fait 28 touches de fonction. On peut s'en servir aussi pour de toute autre raison. En fait, elles sont totalement libres. Ce sont des interrupteurs libres. Sinon, c'est un clavier classique, hein, Reset, Escape, Tab, Control, Shift, avec une petite particularité quand même assez amusante. Déjà, la touche Del et la touche Backspace sont séparées, donc on peut revenir sans effacer. Et c'est pas non plus une touche directionnelle, c'est vraiment le caractère Backspace. Et également, la touche Return et la touche Line Feed sont séparées. Donc on peut dans un programme interpréter retour comme retour au début de la ligne et LF comme passer à la ligne suivante. C'est une possibilité. Donc en fait le clavier adhère plus à la norme ASCII qu'un clavier de PC qui a tendance à combiner des caractères en une seule touche.
Qui dit machine de gestion dit également touche à triple zéro, puisque les yens, il y a toujours beaucoup de zéros. Et c'est assez pratique donc pour marquer les mini. Bon, ça c'est juste pour les petites particularités du clavier. Voilà. Donc là j'ai fait à peu près le tour physique de la machine. Je vais quand même vous montrer en dernier lieu le CPM à quoi ça ressemble, bien que je vous j'ai dit qu'il y avait très peu de développement qui avait été réalisé sous CPM, enfin à ma connaissance en tout cas. Donc le CPM, c'est une disquette. Alors de manière amusante, quand on lit la disquette, quand on explore la disquette depuis le système SORD, on se rend compte qu'en fait il y a un fichier data unique qui couvre la totalité de la disquette, du point de vue du système SORD. En revanche, si on l'insère et qu'on boot dessus, le système se comporte tout à fait comme un CPM ordinaire. Alors CPM très proche de MS-DOS bien sûr, enfin plus exactement MS-DOS trop proche de CPM on devrait dire. Voilà, donc CPM version 1.1, copyright 83 par Digital Research, version release 11B. Taille de mémoire, alors 40 000, je sais même pas ce que c'est, ça va être des mots. Avec un disque en mémoire de 10 000, donc ça doit faire quoi, 50 000 mots en 16 bits. On doit être dans les 120, je ne sais rien. Bon, il faudrait faire le calcul. Je m'en suis pas vraiment servi non plus, j'ai toujours eu un peu la flemme. J'ai essayé de me battre un tout petit peu avec le C au début, mais vraiment j'ai été totalement désabusé par l'éditeur de texte qui était vraiment totalement inutilisable. Or malheureusement il n'y a que le C qui présente un intérêt dans ce système. Et c'est vraiment dommage parce que les documentations étaient en revanche excellentes, mais le manque d'outils était vraiment trop criant. Voilà, donc ça c'est le fichier d'inclusion de la bibliothèque standard. Vous voyez, bien programmé, il y a une certaine beauté plastique dans ce C ancien, même s'il est très limité. Voilà, et donc ceci achève la visite de la machine. Donc très grosse machine, moi je l'ai utilisée très longtemps, jusqu'en 1992. J'avais déjà eu à l'époque un PCXT dont je m'étais également beaucoup servi, mais que je trouvais moins intéressant. J'ai même eu un 286 que j'ai utilisé longtemps en concurrence de celui-ci. Toujours pareil parce que j'y trouvais pas mon compte. Il a fallu que j'arrive vraiment dans les graphismes VGA pour que cet ordinateur me semble vraiment avoir été supplanté. Donc c'était une machine efficace qui faisait vraiment ce qu'on attendait d'elle. Son plus gros défaut, absence de disque dur, mais vu son âge, c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc ceci clôturera ce premier numéro de mes archives personnelles de l'informatique et ITIS. Et donc vous remarquerez que pour une machine qui a désormais 32 ans, elle a démarré et fonctionné sans aucun problème. Bon, voilà, donc là je vais le faire un peu en caméra portée. Donc ce sont les documentations et disquettes originales dont je dispose encore. Le fameux manuel de Pips 3 qui a dû être lui fait par voilà, c'était ce que je pensais, c'était l'importateur qui s'était chargé de la traduction, donc c'est Gepsy en France. Donc c'est le seul que j'ai eu en français. Vous voyez l'explication, screenshot, voilà, donc très très complet, très bien fait, bon manuel. Là on va y revenir après parce que ça c'est un peu un monstre.
Le fameux manuel sur le langage graphique, alors comme vous pouvez le voir, le langage graphique en fait couvrait pratiquement tous les modèles de l'époque avec le même langage et à peu près tous les langages de programmation, donc que ce soit le Fortran, etc. Donc les différences par exemple sont indiquées, donc vous voyez les résolutions d'écran de tous les modèles pour vous permettre de savoir quelles étaient les limites dans lesquelles vous pouviez dessiner sur votre écran. Et donc chaque commande avait son petit exemple en basique pour indiquer ce que ça faisait avec une représentation de l'écran, etc. et la commande en cours. Donc c'est un langage vectoriel, pas fait pour dessiner au point par point, et grande finesse de trait, vraiment beau langage. Donc le langage de programmation de choix pour exploiter le SGL, c'était le basique, notamment le basique 2. Donc les autres basiques, surtout le C basique, qui était également disponible, étant beaucoup plus brutal, on utilisait essentiellement le basique 2. Le basique 2 avait la grande particularité d'être un basique qu'on pouvait compiler. Donc il y avait vous pouviez soit l'interpréter. Alors c'était un basique à token, donc c'est-à-dire qu'en fait il était sauvegardé sous une forme simplifiée et les programmes étaient sauvegardés sous une forme simplifiée. Et après, on pouvait le compiler directement en langage machine avec une commande et ça sortait un programme qui était exécutable directement. Il n'y avait pas que ça, notamment il y avait des formats de fichiers indexés, ISAM. Donc c'est pareil, c'était assez révolutionnaire pour l'époque, enfin en tout cas, voilà, on est à la fin, on est sur les ISAM, donc un fichier qui permettait d'avoir des enregistrements de taille déterminée qu'on pouvait retrouver avec des clés. Et il était également possible, au final, de bricoler. Alors là, c'était encore plus pointu. Vous pouviez aller bricoler en assembleur la librairie, pardon, la bibliothèque, excusez-moi. Vous pouviez modifier la bibliothèque du système en relinkant le basique lui-même, depuis lui-même. Donc c'était déjà un langage très poussé, beaucoup plus que le basique Microsoft que tout le monde utilisait à l'époque. Là, vous avez le pavé CPM, bien fait également, très bien fait. Donc une petite référence rapide, premier chapitre, pour les gens qui connaissent, qui veulent juste un petit renseignement vite fait. Un chapitre sur la programmation C. Alors, pareil, très beau, plein d'exemples. Bon, la bibliothèque standard est un peu limitée, mais notamment il n'y a ni floats ni fork. Donc pour le portage de bash c'est d'Unix c'est mort, mais sinon vraiment on pouvait déjà faire des programmes très sophistiqués, et, donc plein d'exemples, plein de choses vraiment très utilisables. Voilà, ouais, vous avez même les commandes, certaines commandes internes du C, vous avez carrément le listing qui est fourni, quoi, avec le voilà, et donc vous voyez c'est un code qui est parfaitement commenté, bon peut-être un petit peu même trop parce que là ça devient ridicule comme niveau de commentaires, mais c'est bon. Quand on sait pas, quand on apprend à programmer, c'est franchement super important. Une fois que vous avez passé le C, vous avez la référence de toutes les commandes du CPM. Donc, dire, copie, etc. Pip, enfin bon. C'est comme le. Ça ressemble beaucoup à une chose, mais on est encore un petit peu plus brut. Après le guide d'utilisateur qui décrit les commandes, vous avez tout. Après, vous avez le guide du programmeur qui donne en fait accès, qui vous explique comment accéder aux routines du BIOS et du BDOS. Donc l'assembleur, l'archiveur, enfin, etc. Donc là vous pouviez aller gratter
dans les entrailles même de CPM68 et vous aviez accès à tout le système. Donc, vraiment des documentations professionnelles très bien faites. Et pour finir, voilà, la particularité aussi quand même qui faisait que le CPM avait son usage, c'est que vous aviez une interface de commande industrielle qui s'appelle GPIB, qui était un standard créé par Hewlett Packard, pour autant que je me souvienne. Et donc avec ça, vous pouviez programmer cette interface GPIB pour acquérir des données, piloter des machines, etc., etc., etc. Vraiment le standard industriel total. Voilà. Donc ça clôture le CPM. Et enfin, j'ai gardé également la brochure de mise en route. Donc très classique, mais avec des beaux diagrammes du système, etc. On vous explique les branchements et surtout, donc vous voyez, enfin vous voyez pas, mais vous voyez les unités 8 pouces. En fait, il y a des systèmes qui étaient vendus sans disquette 5 pouces 1 quart et qui n'avaient que des unités de 8 pouces. Bien qu'on puisse donc faire un mélange des deux, en principe c'était l'un ou l'autre, c'était soit 5 1 quart, soit 8 pouces. Moi mon système a les deux parce qu'il y avait des récupérations de données qui se faisaient chez des clients qui étaient équipés en 8 pouces, donc il fallait avoir un lecteur pour récupérer leur data. Raison pour laquelle donc effectivement j'avais deux. Et ça c'est le montage avec le disque dur optionnel en 5 pouces et qui devait faire quelque chose comme 10 mégaoctets. Pareil, toujours possibilité d'enchaîner les unités, donc on pouvait avoir à la fois l'ordinateur central, on pouvait avoir le lecteur de disquette et enchaîner sur un lecteur de disque dur. Voilà, le principe de la daisy chain. Et ce qui est très important aussi, vous avez le schéma des DIP à fixer pour savoir comment l'ordinateur doit gérer les composants qui lui sont attachés et comment chaque machine s'identifie de manière unique dans la chaîne. Voilà, et donc à l'époque on n'imaginait pas que tout le monde savait comment fonctionnaient les lecteurs, donc on vous explique comment insérer la disquette, dans quel côté mettre l'étiquette, comment ouvrir, voilà. Bon, ça c'est un autre système que le mien d'ailleurs, c'est un système à clapet, moi j'ai un système à verrou. Plus les spécifications totales du système et voilà, là vous avez peut-être le schéma le plus intéressant. Je ne sais pas si on voit, comment on peut le voir, mais c'est tous les périphériques que vous pouviez attacher à M68 pour faire un système complet. Donc vous avez des lecteurs de disque dur, vous avez même un lecteur de disque dur 5 pouces qui devait faire 10 mégas, ça devait faire 20 mégas, c'est un lecteur 8 pouces, donc je n'ose même pas imaginer le poids du truc. Là c'est lecteur de disquette 5 1 quart simple externe, lecteur de disquette 5 1 quart double externe, lecteur de disquette 8 pouces double. Alors bon, moi j'ai un modèle simple qui n'est pas répertorié. J'ai mis longtemps à voir d'où il venait, mais apparemment c'était les M203 qui étaient équipés de lecteurs simples. Et ça donc était un lecteur qui a dû être piqué sur un système M203 compatible. Le clavier où il se branche. Les imprimantes matricielles, bon là c'est leur modèle perso, mais moi j'avais une Mannesmann Italie à l'époque, qui n'a absolument pas survécu. Possibilité d'avoir un crayon optique, comme sur les TO7. Donc possibilité de brancher ou un écran vert ou un écran couleur, je ne pense pas qu'on ait pu brancher les deux ensemble, et la possibilité également de brancher un terminal, une tablette Kanji, bon ça c'est vraiment pour les japonais, un plotter pour reproduire les graphiques en SGL directement, un modem ou une machine à lire les bandes papier. Là c'est carrément une antiquité. Donc toujours ce mélange à la fois entre la plus grande modernité, le plotter piloté par un langage commun entre l'écran et l'imprimante, par exemple, avec la plus grande antiquité. Donc des machines hybrides intéressantes à tout point de vue. Et la dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est les extensions mémoire. On avait 3 slots d'extension mémoire et chacune pouvait prendre une carte de 1 méga, ce qui était
absolument colossal pour l'époque. Donc bon, là vous avez description du clavier, description des messages d'erreur, voilà, que du classique, et un petit supplément qui vous précise à l'époque qu'il y a bien eu une version M68 avec 1 méga de base sur la carte mère. Machine de fou, quoi. Mais celle-là, malheureusement, c'est pas celle dont je dispose. Bon, mais ceci achève un peu le tour de la machine. Il y aurait beaucoup trop de choses à en dire d'autres. Et puis j'ai pas, comme c'est quand même un peu une antiquité, j'ai pas vraiment envie de la démonter, mais sa structure est intéressante parce qu'elle est modulaire. À l'intérieur, au lieu d'avoir une carte mère principale qui fait le fond de panier avec des cartes d'extension placées de manière orthogonale comme dans un PC XT, là vous avez deux ou trois couches deux couches de cartes principales. Donc la carte mère principale qui fait absolument toute la largeur du fond de panier et qui contient les processeurs. Au-dessus, vous avez une carte entrée-sortie avec les sorties notamment vidéo. Et au-dessus, donc vous avez le bus S100 et le bus mémoire qui permettent là encore de rajouter 2 ou 3 niveaux d'extension. Voilà, donc un ordinateur qui est fait entièrement à plat, et donc il est fait en métal, et le fait que les cartes donc soient très grandes à l'intérieur le rend absolument très lourd. L'alimentation est pareil, extrêmement performante, et donc là, pareil, le clavier, pareil, vous pouvez constater que si sur le dessus c'est du plastique de manière extrêmement classique, le fond étant une plaque de métal, et les pieds ont même des petits ressorts. Vous voyez, ils se rentrent comme ça. Donc pareil, très belle finition pour cette époque. Voilà, ceci donc achève le tour du système M68 de chez Sand.